Merci à tous de votre présence à notre webinaire ayant pour thématique les enjeux de la cybersécurité dans le domaine de nucléaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Blais. Dans le cadre de Nucléaire Valais, j'assure la coprésidence de la commission numérique avec Jean-Luc Clotier qui doit se connecter d'une minute à l'autre. Et au sein de mon entreprise CS Group, je suis chargée du développement commercial dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement du nucléaire. Alors CS Group, en quelques mots, nous sommes concepteurs et intégrateurs de systèmes critiques dans les domaines de la défense, espace, aéronautique et énergie. Et nous sommes un peu plus de 2000 personnes, acteurs majeurs de la transformation de la filière nucléaire. Et nous intervenons exclusivement dans des secteurs d'expertise tels l'ingénierie, la data science, les systèmes serrés embarqués et bien entendu la cybersécurité et plus particulièrement la cybersécurité spécifique aux environnements contraints industriels. Alors pour information, ce webinaire se tiendra sur 1 heure. Nous avons décidé de faire une première partie avec les interventions de nos invités qui se fera environ sur une demi-heure, puis une seconde partie d'échange et de questions-réponses. Du coup, n'hésitez pas, enfin vous êtes invités à poser vos questions au fil de l'eau par l'intermédiaire du chat et Jean-Luc, quand il arrivera, se chargera voilà, de les sélectionner et de les exposer donc pour la deuxième partie. Donc pour vous présenter nos intervenants, nous avons d'abord Bernard Barbier, qui a œuvré au sein du CEA, mais aussi de la DGSE en qualité de directeur technique. Et il nous présentera l'évolution de la cybersécurité, abordera les aspects géopolitiques et la souveraineté, avec des exemples propres au domaine du nucléaire. Puis, nous aurons Éric Audin qui va intervenir sur la thématique de la convergence des enjeux de cybersécurité et de sûreté de fonctionnement dans le nucléaire. Éric vient du domaine militaire, ayant passé de nombreuses années au sein de la Marine nationale et il est aujourd'hui RSSI de Technicatom. Éric interagira avec Thomas Girard, qui est expert en cybersécurité au sein de CS Group depuis plus de 15 ans. Voilà, donc moi j'avais fini, donc on va laisser quelques mots à Jean-Luc Clotier et après je donnerai la parole à Bernard. Oui, bonjour, donc Jean-Luc Clotier, désolé pour les problèmes de connexion. Donc, moi je travaille chez EDF, je suis partiellement détaché. J'ai l'honneur de co-présider la commission numérique avec Patricia qui vient de se présenter. J'ai l'honneur aussi de travailler, j'ai la chance de travailler maintenant depuis je crois 7 ans avec CS, qui s'appelait CS d'abord, qui a changé maintenant s'appelle CS Group. Et donc merci à un certain nombre de personnes que je connais bien d'avoir accepté d'une part de sponsoriser l'événement. Journée Nucléaire Valais, concurrent maintenant, c'est un de nos partenaires et de soutien officiel. On les en remercie. Et puis d'avoir accepté de fédérer un certain nombre d'acteurs, de partenaires autour d'un sujet technique très important que la cybersécurité. Très bien. Dans notre pays. Juste peut-être 30 secondes pour rappeler les modalités. J'imagine que Patricia, tu l'as fait. Mais vous avez un onglet chat et un onglet questions. Le mieux pour poser vos questions, c'est de poser par écrit dans l'onglet questions et on y répondra en fin de présentation. Merci. Et donc on laisse la parole à Monsieur Barbier. Et bonjour à tous. Donc je suis Bernard Barbier. Ma présentation est plutôt un peu géopolitique suite à des articles que j'ai écrits, mais aussi à mon expérience, qui est plus de 20 ans d'expérience dans la cybersécurité. Une grande expérience en offensif et puis une expérience en défensif. Donc, j'ai écrit un article qui commence à faire beaucoup de bruit, qui s'appelle Cybercoercition, un enjeu stratégique pour notre pays, dont je parlerai un peu. Bon, cet article, je l'ai écrit avec l'amiral Guillot, qui est un ami avec lequel j'ai travaillé, donc c'est l'ancien CEMA, et puis Jean-Louis Gergorin, qui était le numéro 2 du groupe EADS Airbus. Bon, simplement, ce qui n'a pas été précisé, mais qui m'apporte une très grande expérience, c'est que j'étais pendant 5 ans le responsable de la cybersécurité d'une petite PME française qui s'appelle Capgemini. Donc, ça m'a permis d'acquérir une très grande expérience après une partie, je dirais, offensive, donc comme directeur technique de la DGSE, le DT du Bureau des légendes. J'ai été responsable cybersécurité du groupe Capgemini, donc j'ai traité la cybersécurité en interne du groupe, mais aussi avec beaucoup de clients.
Et ça m'a permis de vivre pas mal d'événements et de comprendre finalement comment fonctionne une entreprise et quels sont les enjeux pour l'entreprise. Alors, le constat actuel, c'est que bon, la menace, elle existe toujours et elle ne fait que d'augmenter. Hein. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il y a des menaces stratégiques qui viennent des États. Hein, ça a été dit clairement par Guillaume Poupard, et je pense que s'il l'a dit, c'est que l'enjeu est très fort, c'est qu'il y a des cyberattaquants étatiques qui préparent des conflits futurs et sont en train de positionner des charges, hein, donc des malwares, qui sont prêts à répondre si les autorités de leur pays leur donnent l'ordre. Hein. Donc c'est quoi? C'est en gros, j'installe des mines dans les ponts en France de façon cachée, et puis si je déclare la guerre à la France, je fais sauter les mines et tous les ponts en France. Hein. C'est un peu ça, mais c'est ce qui est en train de se passer, et l'ANSSI et d'autres ont détecté des choses extrêmement préoccupantes. Alors pourquoi c'est préoccupant? Parce que là, l'exemple que je montre, c'est comment les Russes finalement ont mis à genoux le réseau électrique ukrainien. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment ce sujet-là dont on veut vraiment se prémunir, hein, via la loi de programmation militaire et la création des organismes d'importance vitale. Donc c'est comment finalement ces OIV, hein, qui fournissent des services stratégiques pour la France, on les protège de ce type d'attaques qui peuvent venir des États. Mais il y a aussi, pour moi, il y a aussi une menace qui est gigantesque, c'est ce que j'appelle les cyber-escrocs, les cybercorsaires protégés. Hein, le plus grand cybercriminel du monde, hein, quasiment, qui est ce monsieur-là que vous voyez sur la photo, là, que recherche le FBI désespérément, qui a été le pilote d'Evil Corp, donc qui était vraiment des cyberattaques extrêmement puissantes. Ce type-là, donc qui est très riche, hein, il est jeune, hein, mais il se promène, il se fait prendre en photo sur la place rouge avec une belle Lamborghini qui vaut 2 millions de dollars en discutant avec les policiers. En fait, c'est un protégé de Poutine. Donc, il est intouchable à Moscou parce que, voilà. Donc, et certains pays comme la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, d'autres pays, hein, finalement, on fait des deals avec ces cyber-escrocs qui sont parce qu'ils ne peuvent pas les transformer en fonctionnaires parce qu'ils n'arrivent pas à les payer, en leur disant, bah, écoutez, vous faites votre business, je m'en fous, vous gagnez de l'argent, je vous protège, mais en même temps, à 50%, vous travaillez pour moi, pour l'État, pour attaquer les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très préoccupant. Bon, il y a le cyber-espionnage des Chinois qui est très connu, hein, mais qui continue désespérément, c'est-à-dire désespérément parce que ça marche pour les entreprises, pour les grandes entreprises. Et puis, il y a quelque chose qui est très préoccupant, qui est en fait ce que j'appelle la cyberguerre permanente, qui est au cœur des conflits actuels. Donc, si vous regardez ce qui se passe là, entre l'Inde et le Pakistan, bon, même si l'Inde est contente d'avoir ses rafales, ben, les Pakistanais, ils ont créé une cyberarmée et ils se sont amusés à plus que titiller les réacteurs nucléaires indiens, puisque les Indiens ont été obligés d'avouer qu'il y a eu une cyberattaque, alors non réussie peut-être, je ne sais pas. Il faudra aller voir dans le détail s'il y a bien séparation des réseaux de contrôle-commande et des réseaux Office, hein, disons des réseaux, voilà, mais c'est pas évident, hein, je connais bien les Indiens. Voilà, et ça c'est très préoccupant, parce que si pour répondre à une guerre, certains pays se lancent dans ce type d'opération, ça peut être catastrophique. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que la technologie, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement, elle pose d'énormes problèmes, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, il y a eu récemment, il y a 1 an, à peu près 2 ans, une faille gigantesque qui a été trouvée dans les processeurs, hein, des problèmes de cache, mais que cette faille, certains experts ont montré qu'elle est exploitable. Alors, finalement, pour réduire cette faille, Intel et d'autres, ils ont finalement ralenti les processeurs. Et puis, dernier point, mais ce qu'on démontre dans notre article cybercoercition, c'est que ces ransomware qui pourrissent la vie à tout le monde, hein, à peu près, on peut estimer qu'il y a dans le monde un ransomware toutes les 10 secondes. Le coût, il est estimé à 20 milliards de dollars, donc ça commence à être un dommage gigantesque pour l'industrie. C'est plus grand que le trafic de drogue, en sachant que ces gens ont une probabilité de se faire arrêter qui est quasiment nulle. Hein. Donc actuellement, si vous voulez gagner de l'argent en toute impunité, il faut faire des ransomware. Hein. Mais ça, moi on estime avec Jean-Louis et l'amiral Guillot que c'est aussi dirigé par certains pays
pour faire pression sur d'autres pays. C'est ce qu'on appelle la coercition. Et face à ces menaces, moi, ce que je dis, et là, c'est mon expérience, disons, c'est qu'il faut absolument faire une révolution intellectuelle dans les entreprises. Et un point qui est fondamental, c'est apprendre à gérer le risque cyber. Alors, dans le nucléaire, je pense que ça fait 40-50 ans qu'on a appris à gérer le risque nucléaire. Moi, j'ai créé la fonction DSI au commissaire de l'énergie atomique en 2000, donc je connais bien le monde du nucléaire. Voilà. Mais ce risque cyber et ce risque du numérique, il est extrêmement mal compris par beaucoup de dirigeants. Je pense que le risque nucléaire, qui est un risque comme assez physique, même si les radiations, bon, on les voit pas, les gens comprennent parce qu'il y a aussi beaucoup de normes. Le risque numérique et le risque cyber, il est très mal compris. Alors moi, j'ai écrit des papiers là-dessus, comment apprendre à gérer le risque. Et puis surtout, il faut faire une révolution intellectuelle fondamentale des entreprises. C'est passer de la SSI, de la sécurité des systèmes d'information, à la cyber. Donc, c'est ce qu'on appelle Zero Trust Model. C'est comment passer finalement d'une ligne Maginot. Traditionnellement, on protégeait les systèmes d'information en créant des barrières, des murs, des lignes Maginot. L'histoire a démontré que aucun mur ne résiste. Et il faut passer à un monde compliqué, ce que j'appelle l'aéroport des données. C'est-à-dire, c'est un monde où il y a des flux, etc. Et donc il faut changer complètement notre façon de faire parce que dans beaucoup d'entreprises, là c'est le constat que je fais, les entreprises ont une organisation SSI traditionnelle qui dépend de la DSI. Et c'est clair que dans le nucléaire, on a sorti l'exploitant et le contrôleur. Je me souviens de comment au CEA ça s'est fait, donc entre l'IRSN, l'IPSN et le CEA, voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il faut sortir les gens qui sont chargés d'être garants de la maîtrise du risque numérique de l'entreprise, donc les équipes cyber, doivent être indépendantes, je dirais, de l'exploitant qui est la DSI, et doivent répondre directement au PDG de l'entreprise. Alors, il y a des référentiels qui existent maintenant, qu'on a en particulier le référentiel NIST, qui repose sur des grands principes qui sont identifiés, c'est-à-dire connaître la menace, c'est ce qu'on appelle la Cyber Threat Intelligence, qui est fondamentale, c'est je connais mes ennemis, c'est détecter, c'est comment je détecte qu'il y a un intrus chez moi. Et ça, il y a beaucoup d'outils, et c'est répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous détectez, il faut mener une guerre, c'est quasiment une guerre invisible, puisque voilà, il y a pas. Mais cette guerre, elle est extrêmement compliquée à mener, et il faut là vraiment des gens avec une très grande expertise. Le point pour moi fondamental, c'est que si on regarde notre arsenal défensif sous cyber, en fait, on n'en a pas. Si vous regardez, je parle des entreprises, je ne parle pas de l'État. L'État, il a vraiment les bons outils, il a les bons experts, mais ces outils, ils ne sont pas transférés actuellement vers l'industrie. Et quand on regarde les outils qu'utilisent les entreprises, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises autour de la table, mais il y a très peu d'outils souverains européens. Splunk, il n'est pas européen. Palo Alto, il n'est pas européen. CrowdStrike, il n'est pas européen. Curadar, il n'est pas européen. Il y a quasiment, dans les grandes entreprises, moi, c'est ce que j'ai vécu, il n'y a quasiment aucun outil européen. Et ça, c'est. Alors, j'enlève la Grande-Bretagne avec Darktrace qui vient d'émerger. Il y a 25 licornes en cyber pure player, donc je ne parle pas des sociétés de services. En France, on a des superbes sociétés de services. Ce qu'on n'a pas, c'est des éditeurs de logiciels qui fournissent aux entreprises ces cyberarmes. Et puis, deux points majeurs, c'est de créer, former, entraîner cette cyberarmée. Alors, on a une bonne cyberarmée. Alors, j'aime pas trop le mot armée parce que finalement, on n'est pas du tout dans un monde militaire, on est dans un monde d'experts techniques qui peuvent être des militaires ou non. La plupart du temps, ce sont des civils. Mais il faut finalement cette guerre qui va être menée pour détecter l'attaquant et le rejeter hors de ses frontières. C'est une guerre extrêmement compliquée à mener et on a besoin d'experts et on en manque énormément en France. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, dernier sujet, moi, où bon là, je crée un peu la polémique, c'est qu'on a un vrai souci en France sur notre organisation. Et moi, j'estime que notre slogan, c'est en gros
la défense, c'est la meilleure défense. Donc, qui est notre slogan où finalement on a un organisme étatique qui s'appelle l'ANSSI qui ne fait que de défendre. On voit bien il pose un problème. Les Britanniques viennent de créer la National Cyber Force, qui est une joint venture entre l'ANSSI, DGAMI, pour ceux qui connaissent, comme Cyber, DGSEDT, DGSEDR, plus les gendarmes. Et en fait, les Anglais ont créé une joint venture avec un seul chef, une seule organisation, et leur idée, c'est de dire clairement, on arrête uniquement de se défendre et on contre-attaque. Voilà. Et ça, je pense que c'est fondamental de songer à ça. Voilà, merci. Merci Barbara. Nous allons passer à la présentation. Oui. Peut-être juste une question entre les deux présentations. Une question de Carla Butazo qui s'adresse à M. Barbier. Donc, est-ce que vos articles, M. Barbier, sont disponibles en ligne? Alors, l'article du Monde, malheureusement, oui, l'article du Monde, il est disponible. On a fait un article juste avant le FIC pour un peu que ça soit marquant. Il est disponible en intégralité pour les abonnés. Mais sinon, je peux l'envoyer. Moi, je l'ai. Et puis là, on vient d'écrire un document un peu fondateur qu'on a soumis à l'Institut Montaigne, donc qui a été remarqué par l'Institut Montaigne, donc qui pose beaucoup de questions, que j'ai présenté au président de l'Institut Montaigne, qui est l'ancien Premier ministre, Cazeneuve, c'est ça. Je les confonds toujours. Et visiblement, voilà. Et ça va être publié, je pense, fin décembre dans la revue Montaigne. C'est un article de fond qui fait 7-8 pages. Ouais, si vous pouvez nous envoyer les articles, on les enverra à l'ensemble des participants. Bon, c'est notre article. Il est un peu. L'idée, c'est d'être un peu provocateur. Nous, on est des retraités. Voilà. C'est de dire, voilà, maintenant, la France qui est ancrée dans des doctrines et des schémas qui datent de je sais pas quoi, de Gaulle, il faut peut-être les changer, quoi. Voilà. Il faut se rappeler que... Bon, ça, c'est mon expérience personnelle. Bon, après, les Anglais et les Américains, je les aime bien, mais c'est pas obligatoirement. Est-ce que ce sont nos amis, nos alliés? Je sais pas. Bon, voilà. Écoutez, si vous pouvez nous envoyer les articles avec Patricia, on les relaiera à l'ensemble des participants à cet atelier. Oui. Et l'article du Monde, je vous le transfère. Voilà. Et juste peut-être aussi une toute petite précision. Je ne sais pas si tout le monde connaît le FIC, qui est un salon de la cybersécurité. Voilà, et je pense qu'il y a un certain nombre de RSSI, entre autres des SI qui sont là autour de la salle, qui sourient, entre autres, mais qui connaissent très très bien le FIC. Sachant que derrière, c'est le général Vatin-Augoire qui est l'un des co-organisateurs. Ah ouais. Et un événement qu'on espère qui sera bientôt en physique. Patricia, je te redonne la parole. Il faut espérer. Et sinon, bon, j'aide aussi beaucoup. Je crois beaucoup à la nouvelle génération de startups, Alcide, Tetris, Siebel Angel, etc., etc. Et je les aide beaucoup. Dont en particulier Tetris, qui a été créé par des anciens de mes équipes, qui est, je pense, est une start-up à la mode israélienne, mais qui peut révolutionner les choses et qui a été d'ailleurs remarquée par les Américains, puisqu'elle a eu 2 grands prix au Salon de San Francisco, qui est 10 fois le FIC. Le RSA San Francisco, c'est 10 fois le FIC. C'est vraiment mondial et la Gartner commence à parler d'eux. Voilà. Bon, ils viennent de lever 20 millions d'euros. Okay. Je vais être advisor de cette entreprise aussi. Très bien. Merci. Donc, nous passons à la présentation de Eric et Thomas. Alors, une petite seconde. Donc, tu présentes Bernard, je suis entièrement d'accord. Nous, on a déployé Alcide chez Tecticato, mais on en est satisfait. Donc, c'est génial, Alcide. Ouais, non, mais en plus, j'y connaissais avant qu'ils soient Alcide, quand ils étaient à l'Alcide. Ça, c'est les ex de l'Annecy, ils ont fait un super boulot, c'est vrai. Du coup, vous nous avez donné l'eau à la bouche, là, pour les non-initiés. Alcide fait quoi? Alcide, écoute, Eric, voilà. Alors, en fait, Alcide, ça permet de s'interconnecter directement avec les Active Directory de l'entreprise et de surveiller en temps réel l'activité des objets Active Directory. Et typiquement, ça fait tourner de façon permanente des chemins d'attaque sur notre Active Directory et ça nous reporte en temps réel
des modifications qui peuvent créer des problèmes au niveau de la sécurité de notre Active Directory. Alors, l'Active Directory, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise. Toutes les authentifications et les droits d'accès reposent sur l'Active Directory. Donc, c'est un élément fondamental de la sécurité de l'entreprise. Et Alcide est donc un outil spécifique qui surveille cette colonne vertébrale de l'entreprise. Alors, on va vous laisser la parole, Monsieur Audin, mais je me permets quand même de la prendre, parce que si un jour il pourrait y avoir un bouquin qui s'appelle La cybersécurité pour les nuls. Je viens de découvrir que c'était qu'un Active Directory, je vous en remercie. Et à chaque fois que j'essaye de me frotter à ce monde, à chaque fois j'apprends des nouvelles, voilà, des choses que je dois côtoyer tous les jours mais que je ne vois pas. Et voilà, merci en tout cas. Si vous pouvez écrire ça avant Noël, ça serait très très bien. Alors, il en existe des bouquins. Il y a quand même pas mal de bouquins maintenant pour vulgariser un peu tout ça. Mon ami Nicolas Arpagian en a écrit un peu, voilà, la cyber pour les nuls. Arpagian, c'est vrai que c'est le début. Parfait. C'est parti. Donc, on vous laisse la parole. Ouais, je le fais tout de suite. Plein écran. C'est bon? Parfait. Voilà. Donc moi j'interviens donc pour vous parler donc de la convergence des enjeux de cyber et des difficultés aussi avec la sûreté de fonctionnement. Donc dans le cadre de tout ce que on développe pour le nucléaire. Donc on va parler surtout d'outils informatiques quand même, donc très orienté contrôle-commande. Vas-y. Donc déjà, alors je pense que j'espère qu'il y a des gens qui connaissent Tecticatom. Mais on est donc en fait on est une société qui est donc très ancienne, qui a appartenu à Areva, qui a été développée au départ, c'était une pépite du CEA, faut quand même le dire aussi. Et donc on a la capacité donc de fabriquer donc des chaudières nucléaires qui sont embarquées typiquement dans les sous-marins nucléaires de la Marine nationale, dans le porte-avions Charles de Gaulle. Et on a aussi une activité donc sur du nucléaire civil, donc sur les SMR. Donc on travaille là beaucoup avec EDF et on a lancé Nuwards, que vous avez certainement entendu parler. Et on travaille également sur des réacteurs d'essai, donc là pour le CEA et également un petit peu pour les armées dans les programmes RES, plus d'autres petites activités, mais au niveau nucléaire, c'est surtout ça que l'on fait. Donc vas-y. Donc pour refixer rapidement le contexte, donc et notre atout dans ce monde, c'est qu'on est spécialisé donc dans la conception, la réalisation, la mise en service, le maintien en condition opérationnelle des réacteurs nucléaires compacts. C'est-à-dire qu'on a tout le cycle de vie du projet et de la chaudière à la fin. C'est-à-dire qu'on la conçoit, on la réalise, on la met en service, on la maintient en condition, on fabrique le combustible, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment toute la chaîne et on va même jusqu'au recyclage et au dépantelage. On emploie actuellement 1700 personnes chez Tecticatom. Et on est donc, ce que je disais tout à l'heure, là, depuis plus de 45 ans, on a une expertise en ingénierie nucléaire avec des partenaires privilégiés qui sont le CEA, Naval Group et EDF. C'est bon? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, quelques constats et un peu le contexte de pourquoi on y va dans de la cybersécurité. Donc, vu qu'on est concepteur et mainteneur, en fait, on doit conserver un réplica fonctionnel de nos installations. Alors, quand je parle des installations, on n'a pas une chaudière en service dans nos locaux. C'est pas ce que ça veut dire. Donc, c'est vraiment le réplica fonctionnel de toute la partie informatique et intelligence de la conduite de ces équipements et de ces installations qui sont à bord. On doit pouvoir en avoir un réplica pour, en tant que concepteur, apporter des réponses à des interrogations de nos clients, en tant que mainteneur, proposer des solutions de remédiation en cas de problème et d'évolution en cas de demande d'évolution. Avec un gros sujet en ligne de mire, qui est que toute modification qui concourt à la sûreté de fonctionnement doit obligatoirement être requalifiée pour garantir que ce que l'on a modifié, alors en général pour des raisons cyber, ne va pas porter atteinte à la disponibilité de la partie sûreté de fonctionnement.
Ensuite, on s'aperçoit que quand on gratte dans les contrats qui sont anciens, parce que la durée de vie d'une chaudière, hein, c'est pas comme un produit standard, je dirais, c'est entre la conception et sa fin de vie, il va se passer environ 30 à 40 ans. Donc, on a toute cette problématique-là. Donc, on a encore des contrats, donc ce que j'appelle anciens, où on a des chaudières qui sont encore en service dans le cadre de ces contrats, et on n'a aucune mesure cyber, aucune contractualisation de maintien en condition de sécurité et de cybersécurité de ces équipements. Mais par contre, on a une forte pression donc des autorités, des clients finaux, et on le comprend tout à fait, et la direction de Technicatom l'a bien compris, et donc a décidé de trouver des solutions et de répondre à cette demande étatique et de augmenter notre niveau de cybersécurité tout en conservant le bon niveau de sûreté par rapport à tout ce qui est déjà existant. Voilà. Pour ça, on a lancé donc alors, tu allais peut-être aller un peu vite. Donc pour ça lancer, on a lancé un programme cyber ambitieux, donc avec plein de nouveaux enjeux. Donc ouais, le slide a disparu, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc vas-y, passe maintenant. Donc premier point sur lequel de ce programme, c'est de rénover les infrastructures DSI existants. Parce que pour faire fonctionner tout ça, on a des SI qui permettent de faire du développement spécifique, on a des SI bureautiques qui permettent de contacter le monde entier et de discuter avec nos clients et nos partenaires. On a des SI qui sont confidentiels, qui vont nous permettre de faire des calculs, des prévisions de calcul sur la neutronique, pas mal de choses. Et on s'aperçoit qu'ils n'avaient pas tous le même niveau de cybersécurité. L'ANSSI est intervenu, les différentes autorités sont venues, parce que Technicatom, c'est pas si vieux que ça, en fait, en tant qu'entité autonome au niveau de sa cybersécurité. Jusqu'en 2017, on dépendait en fait du groupe Areva, et la cybersécurité était gérée par le groupe Areva. Et on s'est aperçu, en fait, en récupérant le bébé, quand je suis arrivé, qu'il y avait une disparité assez importante entre les différents niveaux de SI. Donc, par rapport à ça, on a pris pas l'idée, même l'objectif de rénover l'ensemble de nos infrastructures SI en répondant dans les préconisations de l'ANSSI, donc défense en profondeur, ségrégation des zones qui ne peuvent pas être mises à jour pour des raisons de sûreté, typiquement, accès sécurisé par bâton d'authentification pour garantir la traçabilité de nos actions, et des passerelles d'échange pour permettre aux gens de vivre dans le monde informatique, je dirais, et donc de sortir de la ligne Maginot, mais en continuant de contrôler par des portiques. Je vais reprendre le même exemple que Bernard. C'est comme si on commençait à être dans un aéroport, mais pour l'instant, on oblige tout le monde à passer par des portiques où on les déshabille, on regarde ce qu'ils ont à sortir et on les laisse rentrer dans l'autre SI. Donc, c'est pas encore la panacée, c'est-à-dire que dans un aéroport, ça serait inacceptable, mais on en est là et on estime que c'est déjà mieux plutôt que d'avoir des barrières, des murs, des portes et tout le monde qui échange des clés USB après des disques durs pour discuter entre eux. Tu peux passer, Patricia. Donc, par rapport à ça, on se retrouve quand même, dans certains cas, à ne pas pouvoir, pour des raisons réglementaires et des évolutions qui sont difficiles à faire comprendre au niveau étatique, sur le fait que le confidentiel défense, c'est bien, que les mesures qui doivent être prises dans le cadre du confidentiel défense sont compréhensibles et justifiées. Mais par contre, on a une difficulté à avoir des échanges avec d'autres niveaux de confidentialité ou d'autres besoins industriels. Donc, on se retrouve toujours confronté, parce que les métiers ont besoin de travailler, à des échanges de support, USB, disque dur, bon, il existait les globules, des choses comme ça, mais donc il y a pas mal d'échanges qui sont faits, et on se doit donc, pour améliorer notre niveau de sécurité, de gérer l'ensemble de ces supports. On a donc fait une étude de marché, regardé les stations blanches qui existaient sur le marché, il n'y en a aucune qui correspondait exactement à notre besoin, ou potentiellement à notre besoin. Donc, on a décidé en fait de développer, donc à l'aide de CS, entièrement en fait notre réseau de stations blanches, donc et qui, avec des préconisations et des exigences de base qui sont différentes en général de ce qu'on va retrouver, on veut gérer nos supports. Donc, seulement les supports de propriété TA pourront être scannés par ces fameuses stations blanches, et on fait développer un outil, un agent qu'on va installer sur les postes, et si ces clés USB ne sont pas identifiées dans notre système, donc elles ne sont pas propriété TA, elles ne pourront ni être scannées, ni être utilisées dans nos SI. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Peut-être un petit complément, Eric, là-dessus, parce que c'est
intéressant la façon dont Technicatom a abordé le sujet, parce que les stations blanches, globalement, on commence à en voir un peu partout. Station blanche, c'est clair pour tout le monde ce que c'est une borne, hein, c'est un équipement qui va permettre en fait de tester l'innocuité, donc qui va passer un certain nombre de tests d'antivirus, d'antimalware, etc., pour vérifier que les fichiers, les flux, etc., sont sans danger en fait. Hein. Et généralement, les clients de nos stations blanches en fait s'en servent pour ce qu'on appelle le grand passage. Donc le grand passage, c'est la bureautique, hein, donc pour vérifier qu'une clé USB de l'extérieur de l'entreprise, avant de la brancher sur le système d'information d'entreprise, est bien sûr, hein, il n'y a pas de virus dessus, etc. On en a fait rentrer. Donc c'est un cas d'utilisation. Et puis on voit d'autres cas d'utilisation aussi qui commencent à utiliser des stations blanches en tant que plateforme de validation d'innocuité, de vérification d'innocuité avant une livraison. Et c'est typiquement le cas de Technicatom. Donc c'est-à-dire que avant chaque livraison, on va passer à la moulinette toutes les livraisons qu'on va faire à des différents clients. C'est ce qu'on fait également pour nos propres clients. Hein. Et on va vérifier que ce qu'on livre aux clients, il n'y a pas de virus dessus, par exemple. Et Technicatom va encore plus loin. C'est pour ça que c'est assez original, effectivement. C'est assez remarquable comme système chez eux. C'est qu'ils utilisent cette vérification d'iniquité comme un espèce de sceau du watermarking, un tag pour être sûr que toutes les clés USB, tous les périphériques amovibles de manière générale sont bien passés par au moins une station blanche avant d'être connectés au réseau et vérifier et faire le contrôle d'accès de tous les périphériques extérieurs au système. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, ça permet vraiment parce que c'est quand même problématique, hein, les clés USB dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Et donc, ça permet de gérer le contrôle d'accès de toutes les clés USB, effectivement. Voilà. Alors, j'aime ton optimisme, Thomas, quand même, pour. Oui. La vérité, c'est pas son, mais c'est seront. C'est-à-dire que le projet est en cours. On a commencé la réalisation. On a plein d'idées. On est en train de rédiger les politiques, les procédures et les bonnes pratiques au niveau de l'emploi de ce réseau de stations blanches. Mais on est bien toujours sur le seront. Hein. Seront, c'est du futur. C'est pas du conditionnel. Bien d'accord. Mais ça va arriver. Ah oui. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Vas-y. Ouais, je te propose de passer au sujet suivant, Patricia. On fera les questions à la fin, on a dit, donc de toute façon. Donc, par rapport à ça, je vais des thèmes quand même assez techniques pour montrer que donc ce qu'on met en œuvre et ce qui va nous permettre après dans la conclusion et le dernier point de montrer l'ampleur du travail et comment on a des difficultés entre la sûreté et la cybersécurité. Mais bon, je continue. Donc, on a également remarqué qu'on devait s'améliorer dans nos postes d'intervention. Nos postes d'intervention, jusqu'alors, je dirais, étaient plutôt utilisés et fabriqués lors d'un projet pour définir les postes d'intervention qui allaient devoir être utilisés dans le cadre de ce projet pour une chaudière ou un type de chaudière spécifique. Mais sans une réelle rationalisation au niveau cyber et dès le départ de ces installations. C'est-à-dire que chaque projet, par rapport à son besoin, réinventait ses outils et son développement et son poste d'intervention pour faire ça. Donc là, c'est pareil, on a un gros travail avec le contrôle commande en ce moment, parce que c'est surtout eux qui vont nous fabriquer ces postes d'intervention, pour rationaliser ces installations, essayer de trouver des bonnes pratiques, du matrissage possible et donc ça, c'est pour le futur, l'avenir de ce qui va arriver. Et en attendant, pour répondre à des besoins de nos clients et étatiques directs, c'est proposer et mettre en œuvre des mesures complémentaires sur les outillages existants. J'ai un exemple précis. Sur le Charles de Gaulle, on a proposé en fait un kit de sécurisation de l'ensemble des outils informatiques qui ont été fournis pour le Charles de Gaulle, pour répondre à un besoin étatique en disant est-ce que vous pouvez progresser là-dessus, et on a fait ça. Donc ça, c'est, je dirais, la phase transitoire. On met en œuvre des mesures complémentaires. L'objectif final de ça, c'est de rationaliser tout ça et de proposer des standards de postes d'intervention. Je profite pour rebondir également, Eric, là-dessus, sur les postes d'intervention, parce que c'est un vecteur d'attaque et c'est un vecteur, je dirais, qui est en termes de cybersécurité dans votre domaine.
c'est un peu une problématique que tout le monde a. En fait, hein. Le durcissement des postes, le fait que on puisse contrôler des PC portables, notamment plus ou moins sur mesure, avec plus ou moins des applications legacy, vieilles, etc. C'est quelque chose qui est très important. Il n'y a pas vraiment de solution, je dirais, sur mesure pour le marché. Il y a des débuts de solutions qui existent. J'en profite pour faire un peu de pub, parce que sinon je ne serais pas à ma place quand même. Effectivement, on a nous développé une plateforme de génération de systèmes d'exploitation minimaux durcis par ajout. Donc ça, c'est beaucoup de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de générer à fond des petits OS, des petits Linux qui sont très durcis et qui vont permettre, donc c'est des Linux aujourd'hui, et qui vont permettre effectivement de maîtriser le risque, notamment des postes d'intervention quand on veut faire des postes magiques, quand on veut faire des postes de maintenance, etc. Voilà. On n'a pas la solution à tout. Les Windows, typiquement, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est plus compliqué. Et sachez que ça existe et c'est en pleine montée de maturité ce type de problématique, de solution. Voilà. Je fais ma parenthèse. Non, mais c'est important de le dire, oui, c'est vrai. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé vraiment, nous, on cherche aussi hein, de notre côté, on a des projets en cours sur alors différents procédés possibles, peut-être du scellement aussi, c'est des choses qui marchent plutôt pas mal en ce moment au milieu industriel, peut-être être en capacité, donc une fois qu'on a identifié ce poste d'intervention, comment il devait être configuré, comment il devait être fonctionné, bah, de le sceller, alors de le sceller de façon logique, hein, pour que tout le monde comprenne, on va pas mettre du plâtre autour, mais de le sceller pour faire en sorte que plus rien ne puisse être installé en plus ou modifier le comportement de cette machine une fois qu'elle a été scellée. Donc on a ça et on a aussi, et on travaille, je pense qu'on va revenir vers vous là-dessus, on travaille aussi sur des postes d'intervention à base d'Unix pour voir comment réduire au maximum les risques par rapport à la surface d'attaque de ces postes d'intervention. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on avait des soucis sur nos postes, Entendu. Hein. Oui. Ça a coupé. Thomas, coupe ton micro. Réessaye. Là, vous m'entendez mieux? Voilà, ok. Il me semble que c'était ça, il y avait de l'écho. Donc, Patricia, je veux bien que tu passes au slide suivant. Oui, sachant qu'il reste peu de temps. Mais je vais faire très très vite. Ok. Donc, alors justement, celui-ci, on va passer vite. Donc, par rapport à ça, on a vu donc ce que ces postes d'intervention peuvent poser des passages parce que ça évolue aussi autour de nos clients et autour des utilisateurs. C'est-à-dire que maintenant, la marine a modifié donc ses besoins de justificatifs pour pouvoir rentrer avec un matériel à bord. Donc, quand on va faire nos interventions, maintenant, on doit également fournir donc une preuve d'innocuité quelque part de nos postes d'intervention. Donc, pour aller plus loin, là, nous aussi, on a décidé que pour faire ça, en fait, on allait cloner l'ensemble des postes qui sortent de chez nous. On va conserver ces clones pour pouvoir apporter la preuve, si on nous la demande, donc aux autorités ou à nos clients finaux, que lorsqu'on a fait l'analyse cyber, effectivement, nous n'avons rien trouvé pour telle et telle raison. Parce que si jamais on trouve quelque chose ou qu'une menace est détectée plus tard, on pourra dire, bah oui, mais on a fait ça à cette époque, le clone c'était ça, on n'avait pas l'information, je ne sais pas si un 0D est sorti entre-temps, que c'était un vrai problème, donc c'est normal que ça soit passé. Donc ça nous permet de nous justifier dans plein de cas. Et on va pousser aussi pour répondre à des besoins opérationnels des métiers jusqu'à la mise sous scellé, là ce coup-ci physique, mettre dans un carton scellé avec un numéro de scellé, une fois qu'on a fait ça, pour garantir que personne n'est venu déposer une charge lorsqu'il est entreposé dans un atelier ou quelque chose comme ça. Voilà. Vas-y, passe. Donc là, je vais plus vite. J'ai bien compris qu'il fallait aller vite. Donc ça, c'était plein d'exemples en fait pour dire comment on a essayé de lancer ce programme ambitieux et on se rend compte qu'en fait, et donc c'est un autre programme en parallèle de tout ça, que pour que ça marche, il faut qu'on prenne en fait la cybersécurité en amont partout dans tous les projets de la société et qu'on irrigue tout le monde en fait. Donc aussi bien au niveau juridique, donc, et contractuel avec les acheteurs, avec tout ça. Donc on fait des analyses maintenant et on challenge les contrats avec nos clients et nos fournisseurs. On commence maintenant, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les clauses cyber, on se les récupère et on challenge le client en disant pourquoi c'est faire. Parce qu'on s'aperçoit que, surtout quand ça vient de tout en haut
étatique, on nous jette des demandes de contractuelles au niveau de la cybersécurité qui sont très standards. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment derrière. Et ils posent des textes qu'ils ont récupérés quelque part dans la LPM ou machin, sans savoir vraiment. Donc nous, on essaye de faire de l'opérationnel aussi là-dessus, en disant, OK, c'est quoi votre besoin, c'est quoi votre peur, c'est quoi votre risque, et c'est quoi vos menaces à vous, monsieur le client, et d'y répondre au plus juste, et donc d'adapter directement les contrats pour qu'on soit en capacité de répondre à cette menace. Ensuite, pour pas qu'on se retrouve avec 200 personnes à faire de la cybersécurité chez Technicatom, on a décidé aussi, on a la chance d'avoir dans cette société énormément d'ingénieurs et plein de gens. Moi, j'adore travailler avec ces gens-là. Hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc, plutôt que de leur mâcher le travail, ils sont tous en capacité. Ils sont même plutôt demandeurs qu'on développe avec eux. Donc, c'est ce qu'on va commencer à faire bientôt. Une méthodologie d'analyse de risque orientée très métier du nucléaire et en plus du nucléaire embarqué, qui va leur permettre d'être au maximum autonome dans la définition de leurs risques et dans la définition des mesures qu'ils vont avoir besoin, et avec toujours une cellule qui serait là, par contre, experte, pour les aider à prendre des décisions quand c'est pas possible pour eux. Et ensuite, ça va nous permettre, donc si on fait ça en amont, de suivre tous ces risques associés à tous nos produits qu'on vend et qu'on a en service, et donc d'avoir une réponse cohérente vis-à-vis de nos clients. Et lorsqu'on décide de mettre en place une mesure par rapport à un problème identifié à un endroit, potentiellement que tout le monde en profite en fait, et qu'on soit le plus efficace possible au niveau de la cyber. Voilà. Allez, on passe à la conclusion parce que je suis à la bourre, c'est ça? J'ai plus 5 minutes, donc je dois avoir 3 minutes pour ma conclusion. Donc en fait, ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'on voit que, alors en plus avec ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, on voit que donc ça change. Que par contre, on n'est pas encore tout à fait prêt au niveau de l'Europe, au niveau de l'État français pour que ça marche vraiment. Donc pour l'instant, on est encore dans un mode de cohabitation. Il faut qu'on arrive à cohabiter entre la sûreté de fonctionnement et la sécurité informatique. Mais par contre, pour nous, on l'a pris que ça devenait un enjeu majeur dès le départ. Donc dès le début, on met en relation la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité. En commençant ce travail-là, on s'est aperçu rapidement en fait que c'était assez facile, alors je ne dis pas que c'est simple, je dis assez facile, de mixer des critères de disponibilité et d'intégrité qu'on va retrouver en sûreté de fonctionnement et qu'on retrouve aussi en cybersécurité. Donc ça semble être compatible pour qu'on puisse traiter ça dans les différents référentiels de chacun. Par contre, où on a beaucoup plus de difficultés à travailler efficacement, c'est sur la confidentialité. On va avoir la cybersécurité qui va avoir des besoins de confidentialité pour envoyer des ordres, qui va plutôt préconiser des mesures de chiffrement, et la sûreté de fonctionnement qui va nous l'empêcher en nous disant attention, si votre clé elle est plus là, machin ou quoi, et on ne pourra plus arrêter une chaudière et potentiellement on va créer un accident nucléaire, voire un incident, voire un accident nucléaire, et donc ça c'est pas envisageable pour l'instant. Donc on a des mesures compensatoires à prévoir là encore en périmétrie de tout ce qu'on ne peut pas toucher au niveau confidentialité des CCQ, hein, typiquement, donc tout ce qui est contrôle commande de sûreté, quoi. Donc voilà où on en est, et j'espère avoir intéressé les gens dans ce que j'ai dit. Ok. Jean-Luc? Je vais essayer de répondre en partie à l'angoisse existentielle de Monsieur Audin. Oui, j'ai d'autres chats, il y a plein de moyens informatiques, donc j'ai eu des SMS, messagerie interne EDF, d'autres messageries. Oui, je crois que vous avez fortement intéressé les gens. Merci en tout cas pour ce bel exposé. J'ai une première question un peu large de Monsieur Thibaut Soulier, qui est directeur général délégué d'Hermès Électronique. Est-ce qu'il existe des domaines où le cryptage de données en milieu irradiant, avec des problématiques électroniques, Attention, je vais pas répondre à la question, je vais juste déjà parler de cryptage. Déjà, le cryptage en France, ça n'existe pas. Ça vient du mot anglais to crypt ou to uncrypt, donc ça n'a rien à voir. Donc on parle de chiffrement, on est bien d'accord. Donc c'est le chiffrement. Merci. Merci. Voilà, donc continue ta question, excuse-moi. Alors, du coup, l'intéressant de cette question, moi j'aurais volontiers utilisé le mot cryptage, donc chiffrement. Voilà. Sachant qu'il doit y avoir un c'est domaine Canal+, qui c'est pas s'appelle... chiffré. Hein. Ouais. Canal+, crypté, c'était pas chiffré. Hein. Ouais, et donc du coup, si on reformule, Mm-hmm. est-ce qu'il existe des domaines où le chiffrement de données en milieu radiant, avec des problématiques électroniques, est source de recherche?
Alors, je dirais oui, dans une moindre mesure, un peu en R&D, mais on n'a pas plus envie d'y aller que ça non plus parce que on pense qu'on peut le faire avant. C'est-à-dire qu'on peut D'accord. trouver une zone sûre dans laquelle on va avoir du clair qui tourne, et puis dès que ça sort, dès que ça bouge, là, on va ou empêcher que ça sorte ou chiffrer quand ça sort. Mais c'est plus à un niveau de sûreté important. Donc voilà où on en est. Donc le milieu irradiant, typiquement, c'est plutôt à la fin, donc hein, dans les circuits primaires et ainsi de suite. Donc non, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'on a regardé un petit peu, on s'est posé des questions, de là à dire d'avoir fait vraiment de la R&D, développer des trucs, on n'en est pas là. Parce que je pense qu'on va faire autrement, voilà, tout simplement. Après, peut-être quelques concepts pour essayer d'initier d'autres questions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat, là, ou l'onglet questions. Mais derrière tout ça, moi, Patricia, ça me fait penser un peu les sujets qu'on avait abordés ensemble qui sont au niveau du edge computing. Je le fais avec les mains. Vous l'avez compris, moi, je suis pas un spécialiste de la cryptographie, cryptologie ou science du chiffrage. Bon. Pour autant, dans le milieu, notamment ici industriel, il y a quand même une certaine réflexion qui est de se dire, plutôt que de remonter un certain nombre d'informations au niveau des socs, peut-être traitons l'information au niveau de la machine, au plus C'est près, ça. qui pour moi est un concept un peu opposé, mais aussi assez résilient. C'est-à-dire que plutôt que de centraliser et d'essayer de diminuer la surface d'attaque, augmentons les surfaces attaquables. Et peut-être là, c'est des principes aussi de sûreté, c'est-à-dire pas forcément les mêmes concepts, le même matériel, pour qu'un attaquant potentiel en fait ait beaucoup de problèmes à mettre par terre toute une machine. Mais Donc quand je dis ça, juste un point, excusez-moi, moi je pense à ITER. On a l'occasion aussi un certain nombre de travailler avec ITER. Il y a des vrais soucis d'irradiation d'électronique. Alors pas pour des problèmes de chiffrement ou de chiffrage aujourd'hui, mais simplement pour des problèmes de mesure. Donc monsieur Thibault Soulier, c'est toujours très déplaisant parce qu'on peut pas se parler là, mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Patricia, on saura vous aiguiller. Parce qu'il y a des vrais défis technologiques à relever sur ITER et ils cherchent des solutions robustes. Si je fais simple, les seules solutions qu'ils aient actuellement, c'est de mettre l'électronique derrière les murs. Mais c'est pas ça. possible, dans certains cas de figure. Voilà. Je sais pas, Patricia, est-ce que tu as une question peut-être Oui, moi je vais poser une question. C'est surtout pour Eric. Quelle a été la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans la tentative de convergence cybersécurité et sûreté de fonctionnement? Est-ce que c'était plutôt au niveau technique ou organisationnel? Question piège. C'est une question piège parce qu'en fait, c'est les deux. Mais je ne pourrais pas dire c'est plus. En fait, les deux sont importants dans des. Je veux dire, on a plus parce qu'on sait faire ça et que je suis très opérationnel aussi. On a plus fait de la technique au départ en disant comment on va résoudre techniquement ça, comment on va répondre en fait à des exigences techniquement. Et on s'aperçoit rapidement en fait que pour que ça marche, il faut faire de l'organisationnel. Donc, voilà. Le plus dur, ça va être quand même, je pense. Parce que après, une fois que la technique, on l'a passée, qu'on a trouvé des solutions, bon, il faut les déployer, bon, il y a tout un cycle de vie, tout ça, mais après, c'est faire changer, c'est-à-dire, c'est conduire le changement. Et donc, c'est s'organiser, c'est mettre en place la bonne organisation, parce qu'on a quand même un besoin d'être encore agile, on n'est pas une grosse société. Donc, comment répondre à tout ça? Donc oui, voilà. En fait, en répondant à ta question, au début, je dis je sais pas, mais en fait, oui, je pense que l'organisationnel, c'est hyper important. Parce que les solutions techniques, en gros, à un bout d'un moment, c'est soit il y en a pas, soit il y en a. S'il y en a pas, on passe en R&D et on en trouve, et s'il y en a, on les applique. Donc oui, ça serait l'organisationnel, faire comprendre à tout le monde que on va injecter de la cybersécurité à tous les niveaux. La direction est à fond, donc ça c'est plutôt chouette, c'est-à-dire qu'elle est prête à sponsoriser tout ça et à lancer justement des groupes de travaux pour se mettre en place dans tout ça. Mais après, il va falloir que ça soit irrigué jusqu'aux techniciens, jusqu'à l'ingénieur qui respecte tout ça. Donc oui, on va avoir un gros boulot de conduite de changement organisationnel, c'est clair. Après, peut-être pour compléter, pour moi, c'est un problème de culture en fait. On parle de culture sûreté, Oui, je vous dis que c'est un problème de culture de façon plus large avec un grand C. Dans le milieu du nucléaire, on est assez habitué quand même à parler de culture sûreté. Je pense qu'il faut qu'on progresse de façon collective dans la culture de cybersécurité, qui est aussi de la sûreté. Et en fait, quand on raisonne au niveau de culture et prendre en compte des risques, ça repose quand même sur trois piliers, qui est les processus,
l'organisationnel, l'humain, les compétences et la technique. Oui. Ce n'est pas qu'un problème. Oui, c'est ça. C'est certainement pas qu'un problème de technique, justement. Et on a la chance, moi, je dirais, dans cette culture, par contre, on a quand même une force aussi en étant dans le nucléaire, c'est que la société, elle sait respecter des exigences, elle connaît toutes les difficultés qu'elle a à respecter les exigences de sûreté. Donc, on arrive avec nos paquets d'exigences supplémentaires qui sont des exigences cyber, mais tout le monde sait que c'est faisable. Ça fait que des exigences en plus, en fait. Donc c'est un avantage aussi de travailler avec des gens qui sont déjà très, sensibilisés à la sûreté nucléaire. Ils sont facilement sensibilisables à la cybersécurité, en fait. D'accord. Alors, moi, j'avais une question à vous poser. Vous avez abordé la problématique de l'analyse de risque à un moment donné, et en évoquant le fait que vous avez quand même un tissu autour de vous, de gens sensibilisés à tout ça. Est-ce que, et donc un peu de pratique, de méthodologie, est-ce que vous avez une méthode chez Technicatom qui s'inspire plus ou moins de la méthode dont on parle, qui s'appelle EBIOS? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. L'objectif, c'est de de toute façon, on n'a pas trop le choix parce que on doit rendre des comptes ensuite à DGA et ainsi de suite. Donc, c'est mieux d'arriver avec des bases d'EBIOS quand même. Donc, oui, on part sur de l'EBIOS RM avec de la simplification certainement des ateliers dans certains cas. On s'oriente, alors c'est pas finalisé, hein, on est encore en groupe de travaux là-dessus, mais on s'oriente vers potentiellement en fait 3 types d'analyse de risque qui seraient donc catégorisés en simple, standard et complexe, avec un accompagnement différent et une méthodologie similaire mais plus ou moins complète selon les niveaux de complexité du système, parce qu'on va l'appeler comme ça, du système complet qu'on va devoir analyser. Très bien. Patricia, est-ce que tu as une autre question? J'en ai peut-être une dernière, ou une proposition d'ailleurs. Non, c'est bon pour moi. Peut-être une proposition qui amènera peut-être à un débat. Avec Patricia, ça fait maintenant à peu près 3 ans qu'on a essayé de monter une petite commission qui a une vocation forte d'évangélisation au sens littéral du terme, justement pour que les acteurs qui sont peut-être un peu loin de la cybersécurité ou un peu loin de choses très techniques en fait se sensibilisent, sachent vers qui se retourner, quelles solutions technologiques peuvent exister. On avait l'habitude de faire des Digital Night, des Digital Days. D'ailleurs, un certain nombre d'acteurs étaient présents. Est-ce qu'il y a des acteurs ou actrices d'ailleurs autour de la conférence là, qui seraient intéressés par qu'on essaye de monter autour de Nuclear Valley un Cyber Days ou un Cyber Défi? Moi, je suis pour. Évidemment, c'est challenge-là. Pas le choix là. Mais je pense qu'il faut faire ça, oui, à plusieurs. Voir en fait dans. Ouais, moi je suis OK. Eh ben, écoutez, alors du coup, là, on a l'impression qu'on est que 4 à parler là, mais je pense qu'on est d'accord avec Patricia. On ne sait pas qu'elle est avant, mais nous, on est à votre disposition. Nuclear Valley n'est qu'un, je sais pas si ça s'appelle un activateur, une mise en relation, mais notre job et le plaisir moi je comprends. J'ai dit on avec Patricia, mais je pense qu'elle partage. C'est qu'on anime, on essaie d'animer au mieux une communauté, de faire se rencontrer les gens, et puis de travailler autour de défis technologiques, de pratiques, et de diffuser en fait. Et sachant que derrière tout ça, vous l'avez abordé aussi, on est quand même sur des aspects fortement régaliens. Donc à l'heure où on parle de plan de relance, de relocalisation, je pense la France a quand même des pépites et des atouts majeurs pour qu'on fasse une nation forte en termes de cyber. Alors, cyberdéfense, déjà c'est énorme pour nos entreprises. La cyberattaque, ça devient de la géopolitique et de la géostratégie, mais il y a aussi des sphères dans lesquelles on travaille autour de tout ça. Et j'en profite d'ailleurs, on a une sphère d'étudiants qui sont pas très loin, Lyon 3, qui sont sensibilisés, avec lesquels on fait des événements. Et l'un des prochains événements, ça devrait être au mois de mars autour de la Russie. Et il y a normalement une séquence autour de la cyberattaque et de la cyberdéfense plutôt géostratégique. Et on en reparlera peut-être. Jean-Luc, il y a une question par contre qui est tombée à 11h58. Je vais essayer d'y répondre, ça peut être quand même sympa. Donc oui, je dois répondre à des exigences de la LPM. C'est pour répondre à la question directement. Alors c'était Steven donc, qui l'a posé. Donc oui, nous sommes obligés, alors pas dans tous les cas, mais alors, typiquement vis-à-vis de nos sous-traitants,
on a des besoins de respect de LPM quant à la gestion du traitement opérationnel et de tout ce qui est partie SOC dans la LPM, c'est-à-dire SOC, ce que moi j'ai dit, c'est du SOC, c'est-à-dire on doit être en capacité de répondre dans les 72 heures, de prévenir les autorités et ainsi de suite, si on détecte un problème sur un SI concurrent au projet. Donc oui, dans ce cas-là, nous, on y est. Comme EDF aussi concerné, évidemment. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a connu CS un peu plus. Rolls-Royce est favorable pour participer au workshop cybersécurité. Alors, il y a toujours une zone de danger avec Rolls-Royce. C'est le nouveau Rolls-Royce, l'ancien. Je sais pas si c'est Monsieur Steven Bell, responsable des offres commerciales chez Rolls-Royce Civil Nucléaire. Il y a des gens qu'on connaît bien aussi. Merci en tout cas. Merci à vous. On saura vous retrouver. Il est midi. On est bon. Hein. On ne peut que merci en tout cas déjà vous remercier pour la qualité de l'intervention. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais ça c'est le télétravail. Et les journées nucléaires continuent avec un certain nombre d'exposés très techniques, parfois très organisationnels, qui sont tous calés à peu près de la même façon, c'est-à-dire voilà, des gens de terrain qui parlent. Peut-être aussi l'occasion de faire un peu de business développement, parce que il y a plein d'adresses, il y a plein de sujets là, et je pense qu'il y a plein de contacts à prendre. Donc on va vous souhaiter un bon appétit. Peut-être au plaisir de vous entendre encore. En tout cas, on va peut-être se reposer un tout petit peu le week-end là, mais après on est à votre disposition dès lundi matin pour continuer. Et puis peut-être aussi rendez-vous au FIC. Oui, merci à vous. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Et merci à Patricia d'avoir organisé. Et à Nicolas. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.